Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Mauvaise Langue. J'accueille aujourd'hui Martin Lepellec, un invité assez particulier car c'est quelqu'un qui a vraiment réussi dans l'entrepreneuriat, qui a vraiment réussi sa reconversion. C'est quelqu'un contre qui j'avais joué plus jeune et qui était vraiment, pour moi, comme je le voyais à l'époque, un gros potentiel du basket français et qui après dans sa carrière, on sent qu'il y a une certaine part de frustration liée des fois au contexte, liée aux blessures. Mais ce qui est vraiment beau, c'est à quel point il a su rebondir et j'ai vraiment adoré cet entretien avec Martin. C'est vraiment une personne très intelligente et qui a vraiment su s'adapter tout au long de sa carrière de basketteur et après. Seul point négatif, c'est que j'ai eu un petit souci avec ma carte mémoire. Du coup, j'ai perdu la piste de mon micro. Donc vous allez avoir un entretien un peu moins qualitatif que d'habitude au niveau du son. Je suis désolé, je m'en excuse. C'est les aléas du métier. Et voilà, je vous souhaite quand même un très bon épisode avec Martin Lepellec parce que je pense que vaut vraiment la peine de l'écouter jusqu'au bout. C'est parti pour notre conversation avec Martin Lepellec. Salut Martin, bienvenue dans le podcast pour ce nouvel épisode. Merci d'être parmi nous. Salut, bah écoute, merci de m'accueillir, Nico, c'est cool. On a réussi à le faire, c'était pas gagné avec nos deux emplois du temps. En plus, t'es à Lille, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi j'habite à Lille là depuis, on va en parler un peu après, je pense, mais depuis mon arrêt de carrière, je suis remonté à Lille et resté à Lille parce que j'étais né ici, j'y ai jamais vraiment habité et je suis revenu et je me suis installé là. Ouais. Un vrai enfant du Nord au final. Ben, en vrai, pas tant que ça parce que j'ai grandi en Normandie et je me suis jamais trop senti ch'ti, mais c'est vrai que je suis né à Roubaix quand même. Bah, comme d'ailleurs j'ai entendu le podcast avec Jonathan Roussel et on est un peu du même cru quoi finalement. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, ouais, je me sens un peu ch'ti après. C'est plus par opportunité. On en parlera après, je pense. Ok, ça marche. Bah, on va commencer par les débuts. Si ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, alors moi, Martin Lepellec, j'étais basketteur pro presque de ta génération. Je suis né en 87. J'ai été beaucoup sur les bancs de Espoir Pro A, Pro A et je suis parti en Pro B assez rapidement. Je pense que d'ailleurs, toi, quand tu es arrivé un peu à Chalon, si je me trompe pas, à mon avis, c'est le moment où moi, je suis plus parti en Pro B. Et Ouais, il y a dû je avoir, pense il y a même dû pas qu'on ait avoir joué l'un contre l'autre. un. J'ai peut-être dû faire une fois le banc en espoir et t'étais sûrement à Gravelines, je pense. Gravelines, et avant, c'était Le Havre, un peu les belles années du Havre Ouais, avec Le Havre, moi je Yann, pense pas que je Maïmi, t'ai. Fabien. Non, ça c'est trop vieux pour moi, mais je pense que je t'ai joué peut-être. Enfin, moi j'étais sur le banc en espoir et toi t'étais. Mais je me souviens bien de toi, un ailier gaucher. Tu sautais quand même un peu, non? Ouais, je mettais des contres en contre-attaque, c'était mon Euh, truc, ça. Et ouais, bah en fait, carrière écourtée, enfin carrière compliquée et écourtée parce que énormément de blessures, grosses blessures, et en fait tous les 2 ans, grosso modo, je me faisais un gros pet qui m'arrêtait un peu dans ma lancée. J'avais fait un peu les équipes de France jeunes et tout ça, et en fait, alors pour sûrement d'autres raisons, mais ma carrière a eu du mal à décoller vraiment, notamment à cause de grosses blessures où j'ai eu du mal à me remettre à chaque fois, et tu sais comment c'est les blessures. Dès que tu commences à être blessé, que tu joues plus, tu sors un peu du système. Après, tu reviens, t'es pas en forme, t'as du mal, t'es moins bon, et ça va vite, hein, le monde pro. Donc voilà. Et j'arrive à Bordeaux en N1 avec le projet Boris Dio à l'époque de remonter un Ouais. gros club et tout ça, bon, qui s'est pas fait. Et je me blesse au bout de 2 mois, je sais même pas, je crois. Je fais 2 mois à Bordeaux, grosse blessure au poignet, fracture. Je me fais opérer, etc. Et je chope un staphylocoque doré, donc une grosse infection au poignet enfin, je me réveille un jour et à m'évanouir et tout, je vais à l'hôpital et il dit heureusement que Ah vous n'êtes oui. pas venu demain parce qu'on vous coupait potentiellement le bras, quoi. Donc Oula. ouais, bah staphylocoque doré comme ça, ça peut aller très vite. Et du coup, bon, ils m'ont tout réouvert, tout nettoyé. J'ai perdu beaucoup de mobilité, de force. Et c'est le moment à 27 ans, je crois, donc il y a 10 ans, 10, 11 ans, où j'ai eu un peu un tournant dans ma carrière en disant, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'accroche à fond?
Mais ça va être une vraie galère. En plus, bon, j'étais en N1, j'étais plus en Pro A, tu vois. Enfin, tu connais Ouais, financièrement, c'est pas non plus forcément. c'est pas pareil, ouais. Ou alors je prends un autre chemin qui était très dur à prendre et, euh, et je fais autre chose. Et en fait, j'avais aussi souscrit à une assurance perte de licence et heureusement, quand j'étais très jeune, qui m'a donné un capital en fait pour pouvoir me relancer sur autre chose. Mais c'était quand même super chaud parce que c'était 100 000 euros, ce qui est beaucoup d'argent et en même temps pas du tout beaucoup d'argent pour vivre, tu vois, enfin pour relancer une Ouais, nouvelle vie entre guillemets. Et je me suis lancé dans la restauration, concept que j'avais vu aux États-Unis en allant justement me rééduquer pour un gros croisé et tout ça. ok. Et en fait, de fil en aiguille, enfin, on en parlera un peu plus après, je pense, mais je me suis mis dans Ouais, la ouais, on restauration. va aborder tout ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, toujours passionné de basket quand même, même si j'ai moins le temps pour le regarder. Et voilà, ça me quittera jamais, je pense, mais comme nous tous. Et je suis dans les affaires. J'investis aussi dans l'immobilier. J'investis dans des boîtes un peu sur le côté. Enfin voilà, je m'amuse un peu là-dessus, quoi. Ok, bon bah super, on va aborder tout ça, super passionnant en tout cas. Je vais te relancer après sur cette assurance perte de licence parce que c'est quelque chose de super intéressant que j'ai souscrit toute ma vie et que je me suis toujours dit, purée, ça se trouve, je paye dans le vent. Et c'est que quand il y a des acteurs comme toi, il y avait eu Jérôme Schmitt à l'époque avec qui j'avais côtoyé à Chalon, qui avait eu un gros souci et que ça lui avait permis de se relancer derrière. Donc on va réaborder ça. Avant de commencer, toi Ouais. et ton histoire avec le basket, c'est quoi tes premiers souvenirs de basketteur quand tu étais petit? Alors moi, j'ai une famille de basketteurs. Donc mon grand-père, il était passionné de basket, entraîneur dans le Nord, près de Lille. Mon père a joué à l'époque dans ce qu'on appelle, enfin, ce qui était l'équivalent de la N1, je pense à l'époque, mais qui n'était pas du tout professionnalisé. Enfin, ça serait la N3 aujourd'hui, tu vois, en termes de Ok, niveau et tout ça. Mais donc j'ai un peu traîné dans les salles. On allait tous les ans, il y avait un tournoi, notamment à Tourcoing. Je sais pas si t'as entendu parler, mais il y avait des Américains qui venaient. C'était un peu, tu ouais. sais, quand t'es petit. Et puis et puis les années Michael Jordan. Alors même si moi je suis 87, donc je suis un poil à la fin de Jordan. Hmm, Mais quand même, on était, tu vois, moi, je me rappelle, je raisonne par chaussure, tu vois, mais c'était les hmm, Jordan 11 qui m'ont ouais. vraiment marqué. C'était vraiment là où j'étais, tu vois, on était Benjamin, minime, on était à fond, quoi. Bah, c'est là où Et vraiment donc, tu commences à prendre tes voilà, premières idoles et tout. Donc, ouais, t'es en plein dedans, 87. Dernière année de Jordan, c'est 98. Enfin, les dernières années, la vraie, on va dire, c'est 98. Ouais, bah, t'étais plein dedans, entre 7 et 11 ans. ouais, C'est là où. c'est ça. Les Jordan que je pouvais, enfin, que mes parents voulaient jamais m'acheter, mais j'avais toujours un mec dans l'équipe qui les avait, tu sais, t'étais fan et t'essaies de lui marcher sur les pieds, du coup. Mais, Mais ouais, c'était ça. Bon, c'est puis tu sais, la NBA, Jordan, ce qu'il a amené en France, il y a la grosse influence américaine. Et puis c'est parti comme ça. Et puis j'étais plutôt bon, tu vois, comme tu dis, gaucher, un peu délié, machin, assez grand quand même. Même si quand j'étais jusque minime nation, j'étais encore très petit. Ok. Mais et puis en fait passionné avec les potes du club. Enfin, toi, ça a dû être pareil, mais sans vraiment penser non plus à être pro un jour, parce que c'était un truc un rêve très éloigné, tu vois. Et jusqu'au moment où, première année cadet, je grandis beaucoup et j'arrive vite à un 95, je crois. Et je commence vraiment à être pas mal. Et le Havre, on fait un match de gala à Rouen, enfin, avec un peu tous les cadets nations de la région. Donc, à l'époque, il y avait le Havre qui était assez chaud. Évreux, Rouen, voilà. Et je fais un très gros match. Et il y a le coach du Havre, Jean-Manuel Souza à l'époque, qui me voit et qui en fait me recrute et il dit viens pour les cadets France du Havre l'année prochaine, tu t'entraîneras avec les espoirs, c'est cool. Et mon père est un peu en mode pas trop chaud, tu vois, mon père un peu faire des études et tout ça, enfin, et il Ok. avait pas de tort parce que le basket c'est quand même un truc, tu sais, il y en a un sur 1000 qui sort et puis enfin dans les centres de formation il y en a un sur 10 peut-être tous les Ah, deux mais ans et c'est même pas sûr que ce soit la stat, elle est folle, hein. 1 sur 10, je pense que t'es ouais, gentil. 1 sur 10, je pense que t'es vraiment gentil, hein, parce que moi, la stat que j'avais entendue, c'était encore bien en dessous. Et sachant qu'il y avait. Alors, toi, tu viens du centre de formation du Havre. Donc, le Havre, voilà, pour remettre dans un contexte, à ton époque, c'était quand même un centre de formation où j'ai l'impression il y avait pas d'argent sur les pros. Mais par contre, sur Mm. votre équipe Espoir cadet, je crois que quasiment tout le monde est sorti pro limite, quoi. Enfin, j'abuse Ouais, peut-être, mais c'était vraiment, il y avait les si Fabien si. Causer. Dis-nous un peu les joueurs qu'il y avait avec toi, mais que des gars. Enfin, moi, quand je suis arrivé en cadet et que je vous regardais votre équipe du Havre, donc en Espoir, pour moi, vous étiez des joueurs NBA, tu vois.
C'était, c'était les Mais Monstars. c'était une génération de fous. Il y avait Cholet et nous à l'époque. Moi, quand je suis arrivé, Yann, il était arrivé un an avant moi, Yann Mailmi, donc NBA. Il y avait Samir Mekdad qui a fait 86, qui a fait une carrière aussi Pro A, Pro B N1. Et derrière, ma génération, on va dire, tu as Fabien Causeur, tu as Romain Duport, tu as Papsi, qui est parti en NBA, tu as Rudy Jombi, qui avait fait aussi une carrière Cholet, etc. Et derrière, il y en a encore d'autres à Matembaye. Moi, je suis parti à Gravelines, mais il y a eu ouais, 3-4 ans au Havre où il y a Ouais. au moins 10 gars qui sont sortis en pro. Gédéon Donc c'est énorme. Pitard, Fréjus Zerbo, Ouais, Ousmane ouais, Camara. exact. Ouais. Et c'est vrai que ouais, bah, il y a eu quasiment 4 gars par génération qui sont sortis pro, ce qui est énorme. Alors que je pense que, comme tu dis, en moyenne, tu n'en as même pas un par club qui sort chaque année, je pense. Hmm. Et puis quand je dis sortir, c'est déjà si tu gagnes, enfin tu vois, si tu arrives à avoir une place dans un Pro A ou Pro B en bout de banc, enfin tu vois, c'est déjà pas mal. Donc après, quand on parle d'Euroleague, de NBA et tout, je pense que la stat, Et toi, elle est folle. t'avais conscience à cette époque-là, parce que tu avais ton père qui disait de faire des études, mais toi, toi-même, ou alors tu étais un peu en train de vivre le rêve, bon, bah, voilà, j'arrive dans un centre de formation. Parce que tu vois, les jeunes actuellement n'ont aucune conscience, et mais je veux dire, je les blâme pas parce que c'est pas à eux de leur mettre cette. Tu vois, c'est pas leur casser leur rêve, c'est plutôt aux parents de dire, bon, voilà, vis ton rêve à fond, vis ton projet à fond, mais sache que quand même à côté, intéresse-toi aussi à autre chose, quoi. On sait jamais. Bah moi, mon père, il a eu un avis très juste à cette époque-là. Il m'a dit, tu veux aller, tu veux vivre ton rêve. Moi, c'était un rêve naïf, comme tu dis, mais je savais pas. Tu réfléchis pas au salaire, tu réfléchis pas trop à tout ça, tu vois. Enfin, tu Hmm. vois, tu sais que je me rappelle Jordan, on disait qu'il gagnait, c'était 660, je sais plus 6 000 € par jour ou je sais plus combien. Enfin, et tu Ouais. dis, ok, c'est énorme. Et encore à l'époque, c'était rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Mais t'as pas les réalités. Donc toi, tu veux juste aller. Kiffer, jouer au basket et puis aller te confronter à des mecs plus forts que toi et voilà, tu vois. Et mon père m'avait dit, écoute, j'ai pas envie que tu y ailles mais je ne pourrai pas t'en empêcher parce que sinon tu m'en voudras toute ta vie. Par contre, si tu y vas, je te donne deux objectifs. C'est que je veux que tu aies ton bac et que tu sois dans le meilleur lycée de la ville. Et si tu n'es pas en équipe de France ou en Euroleague ou autre, ou à un très bon niveau Pro A à 27-28 ans, je veux que tu fasses autre chose, tu vois. Ok. Et c'était un peu Ok. chelou, tu vois. À l'époque, je me dis, waouh. Et en fait, il avait pas tort parce que si à 27-28, qui est un peu le pic de ta carrière, t'as pas réellement percé là où tu dois être, il faut que tu penses à autre chose, je pense, parce que ça met du temps. Enfin, ah oui, il m'avait dit aussi, pardon, et il faut que tu sois en équipe de France junior. Tu sais, il m'a mis beaucoup de conditions, quoi. Et j'ai été dans le lycée meilleur de la ville, donc j'étais pas avec les autres, tu vois, j'étais dans tout Ok. seul. Alors là, je peux dire que le coach, quand tu lui dis ça, alors faudra le mettre dans un autre lycée, machin, le coach, ça le saoule, tu vois. Mais bon, Ouais. il l'a fait. J'ai eu mon bac comme ça. J'ai été en équipe de France junior. Bon, par contre, à 27-28 ans, effectivement, j'ai pensé à autre chose parce Bah, que j'ai dû arrêter ma carrière. t'as tout respecté au final. Ouais, T'as c'est tout ça, respecté. exactement. Et voilà, donc j'arrive au Havre et en fait, je devais que jouer en cadet. En fait, je suis vite bon et je prends au deuxième match, je suis en espoir. Finalement, je fais tous les déplacements espoir et en fait, quasiment dans l'année, je m'entraîne avec les pros. Donc ça va très vite sur les 2 premières années et je commence à me faire une grosse blessure au petit doigt, notamment qui me met 8 mois sur le côté. Et en fait, moi, le problème, c'est que j'étais athlétique, comme tu as dit, mais pas solide, tu vois. Ok. Du coup, je sautais trop, mais je retombais mal, tu vois. Et Ouais. je me blessais beaucoup à cause de ça. Bon, Et j'avais du mal, je du coup, saute pas, quand donc je me j'étais blesse pas, blessé tu et vois. que, tu sais quoi, à la fin, je me dis que c'est mieux de jouer au sol, hein. Alors c'est bien, tu mets un contre une fois de temps en temps, tu fais lever la salle, mais tous les 2 ans, tu te pètes le genou, quoi, tu vois. Donc, Ouais. et en fait, et aussi revenir de blessure quand, alors il n'y a pas les moyens physiques et d'entraînement qu'actuellement on a, mais je revenais, j'étais zéro, tu vois. Donc le temps de revenir, de refaire ses muscles, de machin, en fait, ça te reprend 6 mois derrière. Pendant ces 6 mois, bah, le coach, il te trouve que t'es nul, que voilà, donc tu perds ta place. Et après, en fait, tu rames 2 ans au final, tu vois. Hmm. Hmm. Et donc, ça a été un peu ça. Et t'es parti derrière à Gravelines? Je suis parti à Gravelines parce que je fais 3 années au Havre. Il y a un peu une. En fait, non, il y a un agent. Et moi, mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis qui vient me voir et qui me propose de m'emmener en NCA, tu vois. Ok. Et, euh, et
super chaud. Et là, mon père, tu vois, oui, oui, vas-y, tu auras un diplôme et tu joueras au basket et tu parleras anglais, donc c'est génial. Hmm. Et effectivement, c'est un peu mon seul regret, tu vois, de pas être parti. En fait, j'avais trois, quatre grosses facs d'ailleurs en D1 et tout. Murray State qui fait la March Madness tous les ans. Il y avait San Diego aussi. Et tout le monde me voulait, full scholarship, machin. Donc, full scholarship, c'est bourse totale. Hmm. Et on arrive, donc je m'engage chez Murray State et on arrive tout début août. Et le mec m'appelle en stress. Ouais, Martin, on a un problème. On savait pas, on n'a jamais fait venir de joueurs étrangers. Tu dois passer tel et tel diplôme. Moi, j'avais fait le SAT, donc le basique. Ouais. Et fallait que je passe un autre diplôme. Et il dit, il y a plus de session, machin, avant je sais pas quand. On pourra pas te prendre cette année. Il faudra que tu ailles en junior college. Donc en préparation. À l'époque, c'est un peu l'école des cancres qui se font un rattrapage pour aller en fac, quoi. Ouais. Et là, mon père, qui connaissait pas, me dit non, c'est mort, tu restes en France. Et là, j'appelle mon agent en stress, faut que tu me retrouves un club et tout. Le Havre avait refait son roster parce que je partais, donc il y avait plus de place. Et Ok. il me trouve Gravelines, et c'était l'époque de Fred Sarr, là, avec justement Jérôme Schmitt, Ouais. la grosse équipe française bon, qui avait pas trop bien performé. Et en fait, je me fais une année Fred Sarr, espoir, et je fais tous les déplacements avec les pros. Je commence à jouer un peu en pro, mais une année un peu difficile parce que les résultats étaient pas là et Fred Sarr, il avait une grosse pression avec sa French team là sur les épaules et bah c'était pas trop le moment de faire jouer un jeune français là. Hmm. Donc je fais un an, C'est dommage parce que t'es parti, enfin t'es né 20 ans trop tôt, hein. Là, avec ce qui se passe en NCAA actuellement, Murray State en plus, ils sont en train, j'ai l'impression qu'ils sont chauds sur, sur plein de Français. T'aurais pu partir aux États-Unis, t'aurais touché un bon pactole. Ben ouais, à l'époque, justement, il y avait ce problème-là, c'est que j'avais joué aussi quelques minutes en pro et qu'à l'époque, tu ne pouvais pas du tout. Donc, tu devais passer par ils appellent ça clearinghouse, Ouais. voir si ton dossier était clean. Et en fait, moi, ils m'ont bloqué mon dossier parce que justement, ils savaient pas, comme j'avais pas touché d'argent ou très peu, mais ça bloquait. Bon, il y avait ce truc-là aussi, tu vois, en parallèle. Mais ouais, aujourd'hui, bah, de toute façon, enfin, moi, j'ai toujours pensé, et je conseillerais à mes enfants de le faire, de partir aux États-Unis. Quoi qu'il arrive, ce sera une expérience de fou. Tu vois, par la suite, en y allant beaucoup m'entraîner, je me suis rendu compte des moyens d'entraînement qu'ils avaient, physique, mentalité et tout. Bah, c'est forcément un plus pour toi en tant que personne et en tant que joueur, tu vois, c'est sûr. Mm. Ouais, c'est sûr. Et à l'époque, moi, il y avait beaucoup, et notamment, tu as dû connaître Jérôme Navier à Oui. Strasbourg, qui m'avait dit, je me rappelle, va pas là-bas, tu vas te perdre. Tu sais, des trucs un peu français Mm. qui te dissuadent un peu d'aller dans tes rêves. Et tu sais, ça m'avait un peu refroidi en mode, ah, vas-y, j'y vais pas. Et du coup, je me suis retrouvé à Gravelines. C'est sûr que Gravelines, c'est pas l'Amérique, hein. Bah, Gravelines, c'est un peu Limoges avec la mer et une centrale nucléaire, quoi, tu vois. Tu vas te faire tailler, attention. Ouais, ouais. Non, en vrai, j'ai passé une très bonne année et très, enfin, tu sais, les ch'tis, et Dunkerque, c'est un truc spécial, tu vois. Donc, c'était quand même très sympa. Ok. Après, tu réussis quand même à passer pro au final, donc ton objectif est quand même atteint. Est-ce que quand tu passes pro, t'es content, c'est un objectif ou pour toi c'est vraiment un rêve qui se réalise, quoi? Non, en fait, je t'avoue, et c'est là aussi où je pense que, enfin, j'avais pas le bon mindset dans ma carrière, c'est que moi, j'arrive en Pro B et pour moi, c'est un échec, tu vois. Ok. Et donc, je me dis, vas-y, en fait, je fais un an et je remonte. Sauf qu'en fait, bah, enfin, tu dois le savoir, c'est pas si facile que ça, la Pro B. Enfin, voilà. C'est C'est même la des fois jungle. même plus costaud parce que, C'est la bah, jungle. un peu, ça joue moins bien au basket en vrai, c'est quand même physique. Donc en plus, tu vois, bon, nous, on est blancs, on n'est pas, voilà, tu te fais un peu défoncer. Donc en fait, ouais, c'est un peu la jungle, malgré le fait que j'arrive à Rouen, donc terre connue, vu que j'avais grandi là, le coach est un ami de mon père et tout. Et on remonte en Pro A cette année-là. On a Ok. la meilleure équipe, machin. Donc en fait, et moi, je joue un petit 20 minutes de moyenne, mais je suis bloqué derrière en fait les deux MVP, l'MVP américain et le MVP français, c'est les deux ailiers qui sont devant moi, tu vois. C'était Et qui? du coup, c'était Ronald Dorsey et Tchekou Toun. Ok. Et du coup, mais moi je suis trop frustré et tout, et le coach me fait un peu, bon, c'est pas trop, Martin, on va voir la Pro A, mais on va te faire une place, machin. Et moi je lui dis, ouais, vas-y, je vais être en bout de banc et tout. Donc, trop impatient, je signe à Évreux, tu vois, dans un club où le coach me dit starting five, machin, tu sais, un peu pour me révéler, quoi.
Et Ouais. puis là, en fait, je me reblesse à la cheville. Enfin, et là, ça commence à être compliqué parce que tu t'enterres un peu en Pro B, même si, avec tout le respect que j'ai pour la Pro B, c'est un bon championnat, mais j'aspirais à plus que ça. Non, mais tu as raison, Et je me blesse. une fois que tu es catalogué, alors maintenant c'est un peu différent parce que maintenant j'ai l'impression que dès que tu fais une saison à peu près correcte en Pro B, les clubs de Pro A, comme ils veulent pas mettre d'argent, tu vois, sur les joueurs français, enfin sur la plupart, enfin beaucoup d'équipes depuis le Covid, il y a aussi moins d'argent, tu vois, et bah ils se disent, bon bah, on va prendre un gars de Pro B, on va pas dépenser d'argent, et tant mieux. Mais à l'époque c'était différent, donc tu vois, à l'époque, Ouais, c'était vraiment ceux qui avaient les meilleurs joueurs français, les meilleures équipes de Pro A, et bah, t'es au moins sûr que tu avais ta base, et après, tu construisais avec les Américains derrière, tu vois. Mais 20 minutes en Pro B pour une première année, en plus, c'est quand même bien, tu vois, dans une équipe qui monte, tu vois, et c'est marrant, tu vois, de ah pas non, mais c'est avoir, à clair. l'époque, t'as pas la perspective, et tu te dis, oh, seulement 20 minutes, alors que c'est bien, quoi, tu vois. C'est bien, j'étais à quoi, 9 points de moyenne, tu vois, un truc comme ça. C'est pas mal, tu vois. Mais tu sais, toi, Hmm. t'es commenté, hein, t'es en espoir, t'es un peu le king. Et puis t'arrives là, la Pro B à l'époque, tu la regardes un peu d'en bas quand t'es en Pro A, tu vois. Ouais. Et comme tu dis, il n'y avait pas vraiment de passerelle. Ou alors, fallait monter avec ton équipe. C'était presque le seul moyen d'avoir une place. Fallait être MVP ou monter avec ton équipe pour revenir en Hmm. Pro A, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, comme tu dis, c'est différent. Et, et en fait, ouais, Évreux, et je fais un bon début, enfin un bon premier match, je me pète la cheville, donc 6 mois. Et en fait, après, le coach me garde pas parce que pareil, le club c'était compliqué, on était proche de descendre. Je repars au Portel, je crois, pendant 2 ans. La première année, ça va, ça se passe bien, mais un peu compliqué. La deuxième année, pré-saison, j'explose tout. Et croisé, premier match, tu vois. Enfin, et bah, croisé 1 an. Là, je suis en fin de contrat. Je re-signe à Boulogne, donc juste à côté. Et en fait, la première année, je suis un mort-vivant parce que je boite tellement j'ai mal aux genoux. Enfin, je peux pas courir, mais tu sais, moi, j'ai ce truc et je pense qu'on est pareil de vouloir être un guerrier et faire front et rentrer sur le terrain même si tu as une jambe coupée, tu vois. Et Ouais. en fait, je me suis rendu compte que il fallait presque dire je peux pas jouer, tu vois, Non, t'as quitte à ce que raison. sur le coup et c'est ce que d'ailleurs les Américains de l'époque, moi ça me rendait fou parce que tu avais des Américains qui venaient, bon, au-delà des passes droits et tout, c'est que le mec, il y a des jours, il disait aujourd'hui je m'entraîne pas. On disait Hmm. mais pourquoi je m'entraîne pas? Ok. En fait, du coup, peut-être il était malade, peut-être il avait mal, j'en sais rien. Et il revenait le week-end, il était frais. Et en fait, il n'avait pas donné cette impression de faiblesse en s'entraînant ou en jouant affaibli et en étant Ouais. moins performant, qui fait qu'à la fin, les gens te voient en fait factuellement que bah, t'as pas mis 20 points, t'as mis 5 points, t'es nul, tu vois, entre Hmm. guillemets. Et en fait, moi, j'ai fait cette erreur de pas dire à un moment donné, les gars, en fait, mettez-moi off pendant 3 mois, je me rééduque, je ne peux pas jouer, tu vois. Ouais. Donc j'ai joué canard boiteux pendant toute l'année. Et j'étais tellement nul qu'à la fin, ils ont pris un mec devant moi, enfin l'enfer, et j'avais un contrat de 2 ans. Et je me rappelle, ça c'est une anecdote assez marrante. Donc j'essaye de partir parce que ça sent mauvais, tu vois. Mais j'ai un contrat et en même temps, à ce moment-là, je suis un peu en perdition, donc j'ai pas beaucoup d'offres. Et je dis au GM à l'époque, je lui dis, bah, si j'ai pas d'offre, je resterai, quoi. Enfin, je vais pas m'asseoir Ah, sur c'est un normal. contrat. En plus, j'avais pas mal négocié mon contrat et tout. Et on arrive veille de pré-saison, je reviens à Boulogne et tout. Et le GM que tu as dû connaître, qui était Olivier Bourguin, il m'appelle et il me dit, écoute, Martin, on a un problème. Le président ne veut pas que tu joues. Il ne veut pas que tu sois à Boulogne cette année. Il en a fait une affaire personnelle. Il m'a dit qu'il payera son salaire de ta poche s'il faut, mais tu ne joueras pas une minute cette année. Ça, c'est magnifique, ça. Et je dis, ouais, tu vois, je dis, ouais, c'est chaud, les gars, tu vois, enfin, c'est pas la guerre, quoi, tu vois, enfin, bref. Et du coup, il me dit, va lui parler, essaye de trouver une solution. Donc, je vais dans son bureau. Le mec, c'était le plus gros notaire de la ville, tu vois, gros bonnet à Boulogne, tu vois, machin. Hmm. Et je lui explique, je lui dis, président, je suis allé à Los Angeles et on va en reparler après parce que ça fait de la transition avec les restos. Ok. Pendant un mois, m'entraîner avec un joueur NBA, je suis hyper chaud, je me suis refait une santé, c'est bon, tu vois. Ouais. Fais-moi jouer, donne-moi juste l'opportunité de rentrer sur le terrain, tu vois. J'en étais à supplier pour qu'il mette un pied sur le terrain. Et il me regarde, il fait, non, mais président, qu'est-ce que je peux faire pour que tu changes d'avis? Il dit, bah, t'es prêt à faire quoi pour me faire changer d'avis? Et là, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse, tu vois? Ah, et je me dis, ah, ok, en fait, le mec, il veut que je baisse mon salaire, tu vois. Ouais. Et j'ai Ouais. dû, j'ai dû renégocier mon salaire. Comme pour lui, c'était un effort de ma part, tu vois.
Et Ouais. donc, j'ai dû baisser mon salaire, je sais pas, de 1000 balles, mais voilà. Et il m'a dit, écoute, je te donnerai une chance, pas deux. Et je dirai au coach. Et le coach, il vient me voir le lendemain, il me dit, écoute, Martin, j'ai parlé au président. Je vais te mettre la misère pendant la pré-saison. Je te donnerai une chance de rentrer sur le terrain, mais ne fais pas d'erreur parce que je te sortirai direct. Tu vois, en mode, ouais, les gars. Et en fait, et je me suis un peu mis en mode guerrier, tu vois, en mode, plus le choix. Et en fait, j'ai été super bon sur la Bah, pré-saison et j'ai fini dans le 5 majeur au premier match. c'est Tu vois? vrai. Et t'as performé comme ça, mais ils ont de la chance de tomber sur un gars comme toi, hein, parce que déjà, enfin moi personnellement, le gars, moi je m'assois et je lui dis, paye-moi, parce que moi je trouve ça c'est incroyable. Ton histoire là, je trouve ça Mais je dégueulasse. crois que ça n'existe pas. Euh, Ça n'est jamais et le arrivé. coach, et le coach en plus qui derrière vient je vais te mettre la misère, mais je te préviens avant, tu vois le truc? Je trouve ça faible de malade. Ah, mais tu sais que le coach, pendant la pré-saison, c'est devenu presque un jeu. Et d'un côté, je l'ai bien pris, comme tu dis. Il me mettait sur le terrain. Alors, il me mettait sur le terrain, c'est vrai. Mais dès que je faisais une erreur, il me regardait, et il me faisait changement. Et il me Ouais, sortait, et à la fin, il rigolait. Il rigolait. Et moi, je rigolais, tu vois. Et en même temps, ouais, il m'a redonné ma chance, tu vois. Il l'a fait en jouant. Et en fait, j'ai été bon, et il m'a remis dans le 5 majeur le premier match. Donc, tu vois, d'un côté, il a quand même joué le jeu. Et en fait, premier match, je mets 20, plus de 20 points, je crois. Donc, alors là, les journaux, tout le monde, la le phénix résurrection. qui renaissait sans de machin, enfin, t'imagines le truc. Et deuxième match, ou troisième match, déchirure, ischio. Et déchirure ischio, tu vois, 2, 3 semaines, sauf que tu sais comment c'est les déchirures aux ischio. Si tu reviens et que t'es pas complètement guéri, bah, en fait, je suis revenu trop vite, bam, pété, 4 mois. Et là, bim, descente aux enfers de nouveau. Ah, le Pélec, il est nul physiquement, il est faible et tout. Boum, on prend quelqu'un à sa place, et là, terminé, j'ai pu jouer de l'année, tu vois. Et ça s'est terminé comme ça, tu vois. C'est ouais, c'est quand même un milieu où tu vois les gens ils savent pas tout ça mais il y a des trucs comme ça il y en a tout le temps et tu vois moi cette affaire du coach qui te sort en montrant bien limite au président t'as vu je fais changement mais d'un autre côté il te prévient Mm. avant. Typiquement le gars qui essaie de sauver sa place en amont. Euh, puis de la part Ouais, du c'est mais président c'est enfin, faible et même du GM c'est faible aussi enfin quand oui, t'as un tout le monde. management comme ça c'est qu'est-ce que tu veux faire derrière quoi. Et en plus, tu vois, je parle pas des nombres d'heures où j'étais à la salle en plus, en muscu, tous les matins, tu vois, tout le temps. Enfin, j'étais comme un chien, quoi. Hmm. Et puis que tu as l'Américain qui se biture le soir et qui vient, tu vois, sans ses chaussures et puis qui joue 30 minutes le week-end. Donc, moi, tous ces trucs-là, en fait, ça m'a un peu écœuré du milieu. Et je suis arrivé enfin à Boulogne, je devais avoir 26 ans, tu vois. Et j'étais dégoûté, tu vois, en mode, Ouais. Ouah, c'est quoi le sens, quoi, en fait. Hmm. Et je kiffe le game, tu vois, le jeu, je kiffe, mais tout ce qu'il y a autour, en fait, comme tu dis, quand tout va bien, tu joues bien et tout, c'est génial, tu vois. Mais dès que tu rentres dans ces complexités-là, en fait, c'est écœurant. Et en fait, tu vois, et je me retrouve un peu sans rien. Je signe à Bordeaux avec Boris qui fait un beau projet et tout. Mais pareil, je descends en N1, tu vois. Donc, plus motivé, tu vois, en mode voilà, bon, je joue à Bordeaux, je fais des bons premiers matchs et tout. Mais en vrai, j'étais déjà sur autre chose. Et on va faire la transition. C'est que l'année, et même 2 ans où je vais à Los Angeles tous les étés m'entraîner, tu vois, mais on faisait des 8 heures d'entraînement par jour. C'était n'importe quoi. J'ai appris ce que c'était que s'entraîner. Je ne Ok. savais pas m'entraîner, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite. Et un midi, mon entraîneur là-bas me dit, je vais t'emmener dans une pizzeria. Euh, Trop cool, tu vois. Et je dis, ouais, c'est bon, pizzeria américaine, on connaît. Enfin, tu vois, à l'époque, la pizza, c'est cheap. Et il dit, non, non, viens voir, tu vois. Donc, on y va. Ligne dehors, la file d'attente de 30 Ok. mètres, tu vois. Et on rentre dans le truc. Feu de bois, basilic frais, les ingrédients. Tu vois, il faisait tout devant toi, magnifique, tu vois. Le Ouais. savoir-faire artisanal et tout. Je dis, waouh, je me prends une claque. Ça coûtait pas très cher, c'était super bon, c'était super rapide. Et il y avait les mecs qui faisaient 600 pizzas par jour, tu vois. Et Ok. ça cartonnait. Et en fait, je me dis, waouh, je me dis, ok, plus tard, je fais ça, tu vois. Après ma Mais, carrière, je fais ça, mais à mais l'époque, je suis encore dans. tu l'as, parce que tu vois, ce genre de truc, bon, allez, tu prends un concept où tu dis ça, je vais faire ça. Quand tu l'as dit, c'était vraiment genre, tu étais sûr à 100% ou tu dis, ouais, bon, bah, pourquoi pas. Parce que moi, des idées, j'en ai déjà eu plein, hein, mais tu vois, le fait d'aller au bout, c'est encore un autre step, quoi. Ben, je savais que je ne serais pas salarié, je savais que je monterais mon affaire.
Ok. après ma carrière. Bon, pour moi, ma carrière, c'est à 37 ans, hein, tu vois, à cette époque-là. Hmm. Ma fin de carrière. Et tu vois, mon grand-père était entrepreneur, ma mère aussi a cette fibre-là. Donc, j'avais ça depuis toujours, tu vois. Je sais que. Donc, c'était juste qu'est-ce que j'allais faire. Et ce truc-là, je l'ai vu, j'ai dit, waouh, en fait, ça alliait. Moi, j'aime bien aussi, tu sais, tout ce qui est design, décoration des lieux, donc endroit, hospitalité, bouffe. Tu vois, je connaissais pas bien l'Italie à l'époque, mais j'ai trouvé ça ouf. Et le côté business, on va dire pécunier, de voir la queue dehors, de voir le business model en me disant, ouais, mais en fait, ce truc-là réunit tout ce que je veux faire, tu vois. Hmm. Et je l'ai gardé dans la tête, tu vois. Et en fait, ça, c'était juste avant d'aller à Boulogne. Et ça se passe mal à Boulogne. Je commence, tu vois, de mon côté, à travailler un peu le truc. Tu vois, je fais des recherches. Je commence à faire un petit plan du business que je voudrais faire. Je mets tout sur papier, tu vois, comment je voudrais le faire et tout. Je commence à aller dans des salons aussi, un peu de la pizza à Paris, tu vois. Et je me renseigne, tu vois. Et plus on avance, en fait, plus le basket devient écœurant pour moi et plus ce projet-là prend d'importance. Et en fait, jusqu'au moment où j'arrive à Bordeaux, comme je te disais, euh, et je me blesse au bout de 2 mois au poignet. Et là, en fait, c'est un peu le truc, ok, douche froide, c'est terminé. Pendant un an, je suis avec la Sécu, les experts, machin, pour voir mon poignet. Parce que si tu veux qu'on en parle un peu de cette assurance perte de licence, elle est intéressante parce que moi, je conseillerais à chaque jeune de la souscrire. D'ailleurs, je crois qu'il y en a de moins en moins parce que c'était trop cher pour les assurances, enfin, je sais pas quoi. Ok. Euh, mais effectivement, tu vas payer toute ta vie. Alors, en la prenant très jeune, tu payeras beaucoup moins cher. Si tu la prends à 30 ans, évidemment, tu vas payer plus cher. Hmm. C'est comme une assurance de bagnole, quoi. Tu vois, et j'entendais Kevin qui disait ça, et c'est exactement ça. Tu vas peut-être jamais la payer, mais le jour où tu la touches, t'es content. Mais sauf que pour la toucher, c'est un peu le parcours du combattant, tu vois. Parce que moi, j'étais dans mon idée, je me disais, mais attends, il y a aucune assurance qui va me filer 100 000 balles comme ça, quoi. Ouais. Tu sais comment elles sont, les assurances. Donc, tu dois passer devant des experts qui ne connaissent rien en basket. Donc, tu dois leur expliquer. Donc, il faut être un peu sneaky, un peu malin, tu vois. Il faut leur faire comprendre que tu ne peux plus jouer. Parce que moi, je me disais, bah, ok, mon poignet Ils vont gauche, te dire t'as qu'à jouer avec la main droite, quoi. Enfin, exactement, tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit. Donc, après, je suis tombé sur un expert, j'ai eu de la chance, qui a été très compréhensif et qui m'a mis invalidité. Boum, j'ai reçu mon chèque. Mais t'imagines pas quand j'ai reçu mon chèque. J'étais pas. tu, ga- Enfin, tu gagnes et au loto, alors, quoi. Surtout que 100 000 euros, est-ce que tu arrives à nous dire à peu près combien tu gagnais en N1? Parce qu'un salaire de N1, c'est quand même pas 100 000 euros, je quoi, tu gagnais vois. 3 500 € net, tu vois. Ok. Et puis, c'était pas les salaires Et c'est déjà d'aujourd'hui pas non mal, plus. hein. Enfin, je pense que C'est déjà pas mal pour la c'est N1, hein, déjà on pas va dire. mal. C'est déjà pas mal, mais tu sais très bien que avec 3 500 € net, tu ne mets rien de côté ou pas grand-chose. Tu finis ta carrière à 27 ans, t'as Hmm. rien, tu vois. Ouais. Enfin, et d'ailleurs, même en pro, enfin, même en pro A et tu gagnes 10 15 000, en vrai, enfin, dans la vie normale, derrière, tu as encore 50 ans à tenir, t'es pas rentier, Hmm. hein, tu vois. Enfin, D'ailleurs, est-ce que toi, donc, t'avais un peu investi, économisé pendant ta carrière, ou alors justement, t'étais pas du tout là-dedans pour l'instant? bah non, et moi c'était mon problème et c'était un peu mon côté arrogant entre guillemets, c'est que moi dans ma tête je savais que j'allais remonter et que je finirais à 30 000 minimum 30 000 € par mois, tu C'est vois. vrai? C'est Et vrai? ça C'est c'est, ce que mais tu te oui, mais disais? c'est une erreur moi. Mais tu Oui, parlais, tu et parles de moi basket, dans là? ma, ouais, de basket, ouais. Ah, tu parles Moi dans ma tête, de... T'allais remonter dans une autre ligue et que t'allais te refaire, quoi. pour moi je finissais en Espagne à Valence ou au Real Madrid et je prenais 30 000 par mois, tu vois. Ouais, ouais, ok. Et si c'était pas et avant si c'était pas la NBA et je Ouais, pense que là-dessus j'ai. Alors, je te dis pas que j'aurais pas pu y arriver parce que je pense que j'avais un profil intéressant, j'avais des qualités, tu vois. Mais tu peux pas réfléchir comme ça. bien En fait, sûr. si tu réfléchis comme ça, tu vis à crédit, quoi. Donc, Hmm. c'est pas possible. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai vécu à crédit. Et d'ailleurs, moi, j'ai même eu des problèmes avec les impôts. Tu sais, à l'époque, tu avais des rappels d'impôts Ouais, parce que c'était annuel. Et en fait, j'ai je sais plus 6 000 balles d'impôts. Et en fait, sur mon compte, j'ai 2 500, tu vois. Et je dis, ouais, putain, mais comment je vais faire? Et pourtant, tu sais, je flambais pas. De toute façon, à 3 500 €, tu flambes pas. Mais, tu vois, on allait en boîte, tu sais comment c'est, hein, après le match, tu payes une bouteille, tu ouais, vois, tu vas au McDo, tu vois, ça va vite, tu vois. Et c'est ton train de vie, en fait, tu comptes pas, tu regardes pas tes comptes. ouais. En 15 jours, t'as 3 000 € qui est passé, quoi. Et à quel moment tu t'es Donc, pris une, c'était un peu ça. une vraie claque en te disant pas que sur l'aspect financier, mais sur l'aspect, bon, bah, en gros, enfin, je pense peut-être quand t'es en N1 ou à Boulogne, à la rigueur, de dire, bon, bah, en fait, je vais jamais remonter, quoi, tu vois, c'est.
Bah, je pense que j'y crois encore au Portel et je pense que j'ai raison d'y croire. À Boulogne, j'y crois plus, tu vois. Et en fait, au-delà du fait que j'y crois plus, c'est que j'ai plus l'énergie. Parce que je pense que tu peux toujours y arriver, mais j'ai plus l'énergie, tu vois. Et Ok. après Boulogne, je suis écœuré. Et en fait, en vrai, tu sais quoi, c'est la première année où je fais même pas une réelle préparation l'été parce que, tu sais, je m'entraînais tout le temps l'été, j'allais courir et tout. Voilà, je suis ailleurs, tu vois, mon esprit il est ailleurs. Je Hmm. joue au basket sans réel. Alors, en vrai, je suis pas mauvais, hein. Tu sais, quand tu joues sans pression, t'es pas mauvais, tu vois. Hmm. Mais je suis plus dans le truc, je suis plus dans le mood. Donc, c'est un peu la douche froide et le truc un peu, l'année un peu, enfin, c'était pas une année, du coup, c'était 2, 3 mois, mais de où je divague un peu, quoi. Tu vois, je sais pas trop où je Ok. suis, et un peu en perdition, tu vois. Mais j'ai quand même ce projet sur le côté, tu vois, qui me tient un petit peu. Et ce projet, tu penses il t'a justement permis de jouer au basket un peu plus libéré? Ou alors, au contraire, c'était bon, ben, dès que le basket ça se passait un peu mal, bon, vas-y, le basket, je m'en fiche, j'ai ça, quoi. Ouais, non, non, parce que moi, tu sais, je suis assez entier là-dessus et c'est soit je vais sur le basket, soit je vais sur le projet. En fait, à ce moment-là, mon attention change, quoi. Et donc, Ok. le basket, je kiffe toujours le basket, mais j'y vais parce que, puis tu sais comment c'est, tu vois, les semaines d'entraînement interminables. Pas encore, toi, tu as des Coupes d'Europe et tout, mais Non, non, on ouais, n'en a tu pas eu. fais 5 jours fait à ça fait t'entraîner deux tout ans le. que j'en ai pas eu et c'est vrai que ça fait long. Ouais, c'est long, tu vois, les échauffements, les 3 contre 2, bah alors encore que 3 contre 2, c'est marrant, tu vois, mais Hein. enfin, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, et puis en vrai, ça n'a pas trop de sens. À la limite, tu vois, aujourd'hui, quand tu as une semaine complète d'entraînement, moi, je mettrais énormément de choses sur l'entraînement individuel et juste des entraînements collectifs. Mais il n'y a pas besoin de refaire toujours les trucs qui servent à rien, qu'on sait tous faire, Hmm. tu vois. Enfin, bref, on va pas remettre en question le système, mais et donc, ouais, un peu blasé, tu vois, j'y vais un peu blasé. Je mets un petit dunk de temps en temps, ça me fait plaisir, je suis content, voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et je bosse sur le truc sur le côté. Donc, les 100 000 euros, de toute façon, au moment où je les touche, c'est ce qui fait que je vais pouvoir faire le projet ou pas, c'est mon apport, grosso modo. Ok. Pour la banque, pour aller chercher un crédit, sachant que même avec ça, je me prends que des portes, parce que je suis skateur pro, pas d'expérience, que je rentre pas dans les cases de la banque, tu vois. Et pourtant, mon projet, il est ficelé de ouf. Je suis parti à Naples 2 mois pour apprendre. J'ai bossé dans des restos là-bas. Je suis allé voir tous les producteurs. Je parlais pas un mot d'italien, tu vois. Ah ouais, Et je vais t'es avec mon vraiment allé sac à dos. là-bas parce que, raconte-nous un peu, t'as vu cette pizzeria à Los Angeles et c'est quoi le moment où tu te dis, bon allez, là j'y vais vraiment à fond et c'est quoi les premières étapes surtout, tu vois, parce que ouvrir une pizzeria, voilà, c'est une chose, mais il y a étape par étape, c'est peut-être pas pareil, quoi. Bah, réflexion du projet. Donc, je te dis, les années Boulogne, les débuts de Bordeaux, où je bosse sur on va dire, comment t'appelles ça, enfin, un peu mon Business business plan, plan, tu ouais. vois, mon business model, où je mets en fait un peu, mais moi, je savais pas faire, tu vois. Enfin, j'avais fait des dissertations ou voilà, des synthèses à l'école, mais c'est tout. Et je regarde, je me dis, OK, il y a le lieu, OK, il y a la food, OK, il y a le staff, OK. Tu vois, je regarde un peu tous les piliers du truc et j'écris des choses en dessous, tu vois, ma vision un peu de comment je le ferai et tout ça. Et là où j'ai des lacunes, je me dis, bon, il faut que je me forme. Alors, je vais faire aussi, tu sais, des journées pour entreprendre, des petites formations comme ça. J'appelle des gens, tu vois, je prends des conseils. De toute façon, tu sais, enfin, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme le sport de haut niveau, hein. C'est si tu as envie et que tu te démerdes, tu vas trouver les clés et les solutions pour y arriver, tu vois. Hmm. Euh, donc, je passe des coups de fil, je vais faire des formations à Paris pour le café, tu vois, pour savoir faire de l'espresso, parce que l'espresso, c'était un truc à Naples très important. Je vais faire une formation à Naples sur de la pizza. Je te dis, je savais dire ciao et grazie, hein. Enfin, et non mais et puis t'arrives à Naples, enfin je parle pas un mot, les mecs là-bas ils parlent pas anglais, j'arrive Naples c'est un peu le tiers-monde quand tu connais pas, je sais pas si t'es déjà allé. Non, mais j'ai vu des images seulement. Ouais, enfin tu vois, t'as un peu le truc mafia et tout en tête, t'as les chauffeurs de taxi à l'aéroport et tu vois leur tête, tu sais qu'ils vont te la mettre d'une manière ou d'une autre, enfin c'est sûr, tu vois. Et toi tu parles pas et tout et je me rappelle, tu vois, j'arrive à Naples, donc le chauffeur de taxi, j'arrive à baragouiner en lui disant, je lui montre mon adresse sur l'écran, machin, où j'allais dormir. Et Naples, c'est hyper austère et sombre, tu sais, c'est très noir, Ouais. avec des très hauts immeubles et tout, un peu. Et il me dépose devant, il me dit, c'est là, tu vois. Et je lui dis, ok, tu vois, trop bizarre, le quartier, machin. Et il dit, bah, c'est, je sais plus, 50 euros, tu vois, c'était qui était cher. Et je lui dis, bah,
Non, c'était 30 euros. Et je lui dis, bah, j'ai qu'un billet de 50. Il dit, ah non, 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 j'ai pas de change, tu vois. Je comprends. Il dit, vas-y, va au bureau de tabac, va faire du change et tout. Et moi, je lui dis, non, mais je laisse pas ma valise dans ton coffre, mec. Enfin, non, tu vois. Et donc, on reste là. Et au bout d'un moment, le mec, il prend mon billet, tu vois, il va lui-même au bureau de tabac, il me fait le change. Et finalement, le mec était honnête, et voilà. Et j'arrive tout seul dans la rue à Naples, hyper sombre. Je parle pas un mot et je dis, waouh, tu vois, le grand saut, quoi. Ouais, Où je suis, quoi. Mais en même temps, tu vois, j'avais besoin de ça. Et en fait, tu as besoin de repartir à zéro, des fois, de te lancer dans le vide voilà. Et de fil en aiguille, en fait, bah, je commence à baragouiner des trucs. Je découvre comme ça, bah, tu sais, la culture et tout. Je pouvais pas être plus au cœur de ça et j'apprends énormément. Et je redécouvre en fait le produit une deuxième fois que j'avais connu à Los Angeles, mais de manière encore plus qualitative, parce que là, tu es vraiment dans le berceau du truc. Tu vois, la tomate, elle est extraordinaire, j'avais jamais mangé de tomate comme ça. Tu vois, le four à bois qui chauffe à 500 degrés, les odeurs, les machins. Enfin, l'Italie, c'est pour ça, c'est un truc de fou, tu vois. ok. Et je repars avec un gros bagage. Je vais bosser dans un resto à Naples à essayer tu sais, ils me font couper de la mozza, machin. Et j'apprends le métier comme ça, tu vois, en fait. Et puis je reviens avec un bagage, et puis je vais bosser aussi à Paris dans un resto pour comprendre. Et puis de fil en aiguille, je vais voir les banques avec mon projet. Les banques me mettent que des stops, tu vois. Euh, Ok. et, euh, et puis j'ai la chance. En fait, c'est un peu, tout a été un peu aligné. J'ai eu l'impression, comme si tu avais une route qui s'ouvrait à toi et qui te dit, vas-y, prends-moi, quoi, tu vois. Et je re-rencontre un ami d'enfance qui, lui, avait fait de la restauration, qui est un peu aussi au bout d'un chemin. On discute. Je lui dis, bah vas-y, viens dans l'affaire avec moi. Et en fait, grâce à lui, on arrive à avoir le crédit. Mais lui ne connaissait rien à la pizza, tu vois. Enfin, D'accord. il était même pire que moi. Sauf que le fait que lui ait fait des écoles d'hôtellerie et tout, les banques lui prêtent. Et on y va comme ça. Et ce qui est marrant, tu vois, et ça, c'est quand même intéressant à dire, quand j'étais à Boulogne et que tu sais, j'avais mon genou dans le sac mais vraiment je ne pouvais pas courir, enfin à boiter, tu vois, je rentrais sur le terrain, je boitais, j'ai fait tout la muscu, les soins, tout Mais il pendant y avait un rien an à et faire. demi, tout essayé, tu vois. Il y avait rien à faire, tu vois, j'avais des tendinites et tout. Et il y a une fille à Boulogne qui me dit, écoute, Martin, va voir un tel, c'est un magicien, il va te remettre sur pattes. Je lui dis, ouais, c'est ça, ouais. Ça fait un an et demi, je galère, le mec, il va me voir, il va me remettre sur pied. Et tu sais quoi, j'étais tellement au bout du truc que je dis, c'est combien? 50 balles, vas-y, tu sais quoi. C'était un genre de rebouteux, tu vois, un peu, tu sais, comme tu as Hmm. dû en entendre parler, il y en a un Ah peu. ouais. Et le gars, je vais le voir, tu vois, foutu pour foutu, vas-y. Et le mec, je te jure, hein, je le connaissais pas, hein. Et lui, il me connaissait pas. Il pose sa main sur mon genou, il me sort toute ma personnalité, donc qui C'est je suis, vrai? tu vois, mais des trucs qu'il y a que moi qui peux savoir, tu vois. Ouais. Et il me dit, OK, votre genou, dans votre esprit, vous l'avez complètement sorti de votre équilibre. Il faut que je le ramène dans votre équilibre, OK? Mais de toute façon, et moi à l'époque, j'avais 27, 25 ans, 26 ans, et moi je crois encore au basket, tu vois. Il me Ouais. dit de toute façon, le basket pour vous ne sera qu'un passage, un tremplin, mais vous vous épanouirez vous ferez autre chose, et c'est là-dedans que vous réussirez. C'est pas dans le basket où vous réussirez, et vous arrêterez jeune. Je dis, ouais, mec, là tu m'as crucifié, quoi, tu vois. À la base, je suis venu pour rejouer au basket et t'es en train de me dire que c'est fini, Et, quoi. et il me dit quand même, ouais, 2 séances, peut-être trois, c'est bon. Je dis, ouais, ok, vas-y, c'est ça, tu vois. Et le mec, il me fait 2 séances à mettre sa main sur mon genou, je te jure. Et c'est tout. Au bout de 2 séances, j'ai plus jamais eu mal au genou de ma vie, mec. C'est vrai? Et incroyable, tu vois. Et en fait, Ouais. moi, je suis hyper rationnel. Je crois pas à ça, tu vois. Et Ouais. là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose, tu vois, c'est pas possible. Enfin, et je n'ai plus jamais eu mal de ma vie. C'est un truc de On fou. va mettre son numéro dans la description de l'épisode, on va Et lui j'ai faire de la essayé pub. de le rappeler il y a pas longtemps et je ne le trouve plus. Ah ouais. Et il y avait un mec comme ça, toi, tu as dû connaître Antoine Dio, il m'avait parlé d'un gars à Pau, je crois aussi, qui était comme ça, qui était un peu un magicien. Ok. Voilà, ça peut Ah, toujours incroyable. servir, tu vois. Incroyable. Et le mec me donne mon futur en me disant, tu vas arrêter le basket, grosso modo, tu vas faire autre chose dans lequel tu vas. Et en fait, et effectivement, il y a une route qui s'ouvre et ça, c'était dur, hein, tu vois, ouvrir sa boîte et tout. Et puis, tu sais, cette transition de vie de basketteur en vie normale, elle est horrible. Enfin, C'est ce que tu j'allais vas la dire, c'est ce connaître que j'allais dans pas dire, si c'est quoi? longtemps. Ouais, mais nous, on est quand même. Enfin, oui, je pense que t'es jamais totalement préparé, mais moi, j'essaie quand même, tu vois, en parlant bah, des gens comme toi,
Maintenant, on a quand même plus de ressources qu'à l'époque aussi, tu vois. Il y a beaucoup plus de trucs qui sont mis en place. Moi, je suis à l'école de commerce et management à Grenoble, tu vois. Parce que justement, il y a eu des Ouais. témoignages, énormément de témoignages, alors qu'à ton époque, j'ai pas l'impression que c'était aussi ouvert d'en parler, qu'il y avait une seconde vie. Et toi, c'est quoi justement ce qu'on appelle entre guillemets la petite mort du sportif? Comment au début tu le vis? Est-ce que quand tu arrives, tu es en train de couper des burrata à Naples, tu te dis pas des fois, ouah, plutôt que de galérer là, je serais peut-être mieux encore à toucher mon 3000 € en N1, à faire un truc, tu vois, pas forcément, tu sais que c'était fini pour toi, mais des fois, même si tu es dans une situation qui te plaît pas, ça reste ta zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi, tu vois, oui, et en même temps, quand ton esprit part dans un autre projet, tu t'y remets comme quand tu étais dans le basket, tu vois. Donc, Hmm. quand tu te levais pour t'entraîner le matin pour aller jouer au basket, bah là, tu vas faire la même chose parce que tu as ton objectif. En fait, je pense que le problème de la petite mort et de la dépression du sportif, c'est celui qui s'arrête sans savoir ce qu'il va faire, Hmm. en se disant peut-être, bon, j'ai un peu d'argent, tu vois, c'est peut-être le piège aussi quand tu as gagné de l'argent, mais pas, enfin, et que tu te dis, bon, financièrement, je suis safe, j'ai fait des investissements et tout, je vais voir ce que je vais faire. Et là, je pense que c'est le gros piège. Je pense qu'il faut vraiment, comme tu dis, avant ta fin de carrière, commencer une transition, parce que sinon, tu te retrouves du jour au lendemain où, et tu vois, il y a un truc, c'est qu'avant, tu avais un planning du coach qui te disait quand tu t'entraînes. Toi, tu pouvais venir en plus faire ta muscu, mais c'est rythmé, même si c'est un petit rythme et qu'en fait tu fais rien de ta journée et machin. euh, Quand tu es tout seul face à toi-même et ton projet, c'est toi qui te dictes tes règles. Et c'est Hmm. toi qui dois te lever le matin, tu vois, sachant que tu te lèves plus à 9 heures, tu te lèves à 7 ou à 6, tu vois. Et si t'as pas l'objectif en tête, en vrai, c'est horrible. Et moi, en fait, moi, mon problème, c'était l'année de transition où je devais régler ma situation Aux avec la assurances. Sécu, avec mon assurance et tout ça, qui a duré. Tu sais, quand tu es en accident de travail, qui te passe ensuite en arrêt de travail, puis en invalidité et tout, ça prend des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, moi, j'avais des semaines, je te jure, où je me levais le matin, je regardais mon agenda sur mon iPhone, j'avais rien de la semaine dans mon agenda. Hmm. Donc, tu ne sais Hmm. même pas pourquoi tu te lèves. Et là, alors, j'essayais de continuer à aller un peu à la salle de sport, mais tu vas à la salle de sport sans but, si ce n'est Ouais. rester en forme. Mais voilà. Et en fait, là, c'est horrible, tu vois. Et en plus, moi, j'étais revenu chez mes parents à Lille parce que j'étais blessé à Bordeaux, mais j'étais pas de Bordeaux. Donc, je retourne chez mes parents à Lille. Donc, je reviens vif chez mes parents. Ouais, Alors là, c'est la deuxième grosse classe claque. où, tu sais, les horaires des parents, faut pas faire de bruit le soir. Quand tu rentres, ils te demandent où t'étais. Est-ce que tu manges là ce soir? Enfin, et, et je partais tous les week-ends à Paris, tu vois. J'avais un pote à Ouais. Paris et tous les week-ends j'étais à Paris. Et le problème, c'est que du coup, on sortait beaucoup. Enfin, tu vois, t'essayes de sortir ton Ouais. esprit autrement. Donc, en plus, physiquement, t'es moins en forme, qui fait que enfin, Ouais, t'es c'est un moins en cercle forme vicieux. physique, donc t'es moins en forme. C'est un gros cercle vicieux et tu peux vite te retrouver. Et moi, je pense que j'ai eu une petite dépression, tu vois. Mais j'avais quand même ce projet. Donc, j'imagine le mec qui a pas le projet, quelle dépression il vit. Et puis, tu vois, gagner 1 euro en jouant au basket, c'est facile. Gagner 1 euro dans la vie normale, c'est pas aussi facile, tu vois. Enfin, il y a Hmm. plein de. Tu vois, il faut que tu te lèves à se lever à 9 heures ou à 8h30, c'est facile. Alors que nous, enfin, en tant que basketteur, ça paraît déjà tôt. Te lever à 6 heures, c'est moins facile. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Oui, L'effort je vois le truc. Des fois, quand je l'entends, oui, on va mettre l'entraînement. Pourquoi on mettrait pas l'entraînement à 10 heures, enfin rien que 10 heures? Ouais, mais il y en a, ils sont pas encore réveillés, ils vont pas être en forme. Tu te dis, alors moi j'ai des enfants, donc ça fait bien longtemps que je me lève à 6h30, 7 heures. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, quand tu te rends compte, moi j'ai déjà vu des gars arriver à midi, mais genre totalement la tête enfarinée, et tu te dis, les gars, ça va être très compliqué pour vous quand ils te disent que 10 heures c'est tôt, ou 10h30 c'est tôt. Tu te dis, bah, bonne chance en fait, ça va être très compliqué Ah après pour vous. bah, et puis t'as rien à penser, tout est pensé pour toi. C'est quand même de l'assistanat, tu vois. Enfin, même si c'est pas la NBA, voilà. Tu vois, même ils t'aident, tes fiches de paye, tes machins, c'est des trucs quand tu joues au basket. Moi, mes fiches de paye, je les jetées, quoi. Tu vois, mais on est tous pareils, tu vois, plus ou Hmm. moins. Euh, et mon père me disait ça, il disait que c'était un milieu complètement fermé et sclérosé. Il avait pas tort, tu vois. Tu vis dans une autre réalité et en même temps, c'est normal parce que tu t'as pas la même vie que les autres. Mais quand tu Hmm. reviens dans la vie normale, ça te fait tout drôle. Donc, il faut se réhabituer à tout ça. Moi, j'étais célibataire en plus à l'époque, donc alors qui a un mal pour peut-être un mal ou un bien, parce que peut-être que c'est l'enfer aussi avec ta femme quand tu arrêtes le basket et que c'est un équilibre à retrouver. Et que moi, j'étais tout seul. Donc voilà. Et je rencontre d'ailleurs ma compagne d'aujourd'hui, enfin la mère de mes enfants. On n'est pas mariés, mais voilà, à Paris.
quand je vais chez mon pote, et elle est italienne, mais par hasard, tu vois. Ok. Et elle, l'amour de l'Italie, du produit et tout, et elle m'a aussi beaucoup donné et apporté pour ce projet-là, finalement, indirectement, parce qu'elle m'a donné la culture italienne, tu vois. Moi, tu as fêté Noël dans sa famille, c'est pas comme fêter Noël dans ma famille en France, tu vois. Hmm. Enfin, bah, comme t'imagines, tu vois, ça crie, c'est la commedia dell'arte, quoi, tu vois. Ouais, Et ouais. puis, euh, et puis tu manges jusqu'à plus pouvoir, enfin, tout est too much, tu vois, c'est Ah, l'Italie, enfin, t'as eu beaucoup de signes quand même sur le projet, au final, hein. beaucoup de C'est... signes, beaucoup de signes. Ouais, Et pareil, tu vois, le premier local qu'on trouve, on galère évidemment, bah, c'est pareil. Les banquiers te veulent même pas te rappeler, les agents immobiliers ne t'écoutent pas, ne veulent pas te rappeler. Tout est dur, tu vois. Ta première affaire, ok. tout est dur, donc faut se battre. Moi, j'avais l'impression d'être sur une autoroute pleine de péages, tu vois. Et il fallait que Ouais, je lève toutes les barrières. Et quand j'en avais passé une, il y en avait une autre. Et en fait, mais par contre, j'arrivais à l'élever, tu vois, et avec beaucoup d'énergie et tout. Mais c'est hyper challengeant parce qu'en fait, c'est pareil que le sportif de haut niveau. C'est du challenge tous les jours et faire plus et se repousser les limites. Et donc, entre guillemets, je savais faire. Et c'est la grosse force quand tu as joué au basket ou quand tu as été athlète de haut niveau. C'est que tout ça, de la pression, tu sais la gérer. Le challenge, tu sais le prendre. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que moi, je me suis rendu compte que le mec qui n'a pas fait ça ne sait pas faire, tu vois. hmm. Et même aujourd'hui, dans ce que je fais, tu as des gens qui sont très performants dans le boulot et tout, qui n'ont pas été athlètes de haut niveau. Ils ne savent pas gérer la pression comme toi, tu sais la gérer. Tu as un truc que tu as acquis, quoi. Et Ouais, ça, moi je c'est une pense que énorme force. c'est vraiment cette façon bah, tu vois, d'avoir déjà un match par semaine. Donc potentiellement, à part si tu joues au Real Madrid et que tu gagnes tous les matchs, euh, au moins un week-end sur deux, voire des fois pendant 3 4 semaines, tu es dans une zone grise où tu as perdu des matchs, tout le monde te critique, tu vois. Et réussir à avancer malgré tout ça, bah, comme tu dis, la pression, chaque année tu as des nouveaux coéquipiers, chaque année tu as un nouveau coach, vraiment apprendre à s'adapter et continuer à avancer malgré, parce que les gens ils voient que le côté, bon bah c'est bien, tu vis de ta passion, etc. Mais je trouve que moi, je dirais que 80% du temps, c'est quasiment des choses. Dans le sport, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais 80% du temps, c'est quasiment négatif, tu vois. Et les 20 derniers pourcents sont merveilleux, quoi. C'est clair. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Et c'est du sacrifice. Les gens, ils se rendent pas compte. De toute façon, enfin, tu vois, même toi, le samedi soir, alors, ok, la passion nous anime, donc on aime ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on le fait. Mais le samedi soir, t'es pas avec tes potes en train de boire des bières, hein. Tu vois, Hmm. t'es sur le terrain en train de suer, quoi. Et rien que ça, alors ça, c'était une difficulté aussi, c'est qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Parce qu'en fait, toi, ton week-end, c'est jouer au basket, les déplacements, les trucs. Et le dimanche, tu sais que tu as ta routine de repos, ton machin. Et en fait, là, tu arrives le vendredi soir, tu dis, mais en fait, j'ai rien à faire. Et ça fait trop bizarre. T'avais des routines, toi. Est-ce que tu as encore des routines maintenant, tu vois, et que tu te dis, waouh, j'ai un peu adapté tu vois, ma façon d'être dans le sport et je l'ai adapté maintenant à ma nouvelle vie. Non, il y a la routine. Je sais faire attention à ce que je mange, tu vois, l'hygiène de vie, mon sommeil. Le sommeil, ça, c'est exceptionnel, tu vois. Je me rends compte aussi, c'est que moi, je dors. Et même si il y a des problèmes dans le boulot et tout, je dors. Et je pense que Ok. ça, c'est le basket, enfin, qui fait que, en fait, tu es obligé de te reposer. Tu es obligé de reposer ton corps. Donc, tu as appris à récupérer. Et en fait, moi, j'ai plein de gens dans mon entourage, dès qu'ils ont des questions en tête, des trucs, ils dorment pas la nuit, tu vois. Hmm. Et ça, tu vois, des bêtises comme boire de l'eau, des réflexes, en fait, de dire, bah attends, t'es fatigué, machin, là en ce moment, fais ça, ça va aller mieux, tu vois. Enfin, amener la routine du sport, rester en forme physiquement, enfin, ça, c'est compliqué. Comme toi, j'ai eu des enfants et tout. Faut le maintenir et t'as plus beaucoup d'heures dans ta journée, mais plein de réflexes de sportifs de haut niveau que tu appliques, que tu transfères au quotidien, et pour moi qui font une différence pas possible. Et en maturité, pour moi, tu as 10 ans d'avance sur les autres. Euh, le sacrifice, tu vois, pour moi, on sait faire ce qu'il faut pour arriver à un but. Et bah c'est pareil. Et ça, bah tu vois, moi je vois plein de gens. On bosse dur, hein, ouais, la semaine, mais le week-end, on est en maison de week-end. Et puis, enfin, tu vois, moi, Ouais. au début, quand tu lances ton resto, t'es tous les jours. Moi, je me rappelle, j'ai fait une semaine à 105 heures par semaine, tu vois. Ok. Ça fait 4,35 heures ou 3,35 heures. Et Ouais. j'étais 8 heures du mat jusqu'à 1 heure du mat tous les jours dans mon resto, du lundi au dimanche, tu vois. Et ben, en fait, c'est dur, mais ça, tu sais le faire parce qu'en fait, t'as appris à le faire en tant que sportif de haut niveau. Et alors après, plus ou moins, t'as des sportifs de haut niveau qui sont feignants. Enfin, tout le monde, voilà, il y a des inégalités,
Et tu as quand même une mécanique, en fait, tu vois, Ok. que t'as acquis. Et moi, et ça, c'est une énorme force. Enfin, et tous les, tu vois, moi, je vois un peu, enfin, on voit un peu les décathlons et tout ça dans les recherches des fils comme ça parce que c'est des qualités que tu ne peux pas développer chez quelqu'un qui n'a pas vécu ça, tu vois. Hmm. Et raconte-nous un peu maintenant donc du coup le processus derrière euh, avec ton ami. Donc du coup, vous avez enfin le prêt de la banque. Comment ça se passe au début? Qu'est-ce que tu montes exactement et où exactement? On essaye de trouver un local hyper passant, parce que le projet était plus un peu quelque chose de restauration rapide, mais hyper quali. Enfin voilà. À Lille, du coup? On se fait bah, en fait, au début, on veut le faire à Paris, sauf qu'on se rend compte que Paris, en termes de tarifs et tout, c'est hyper compliqué. La gestion des travaux dans Paris, enfin, tout est plus cher. Et puis voilà, donc on regarde Lille et finalement on se dit que Lille est une bonne ville où il n'y avait pas une offre de restauration ultra développée à l'époque. Mais c'est encore très très cher, tu vois. Enfin, moi, j'avais même pas non plus les réalités de l'immobilier, tu vois. Enfin, moi, je me disais, ouais, centre-ville de Lille, je vais pas dire que Lille, c'est une ville de province, ça va pas coûter cher et tout. Ben, en fait, si, c'est ultra cher, c'est des fois même aussi cher, voire plus cher que Paris, les loyers. Donc, on se retrouve en galère en disant, mais en fait, on peut pas faire notre concept. Donc, en fait, j'adapte mon concept à un local un peu plus éloigné, moins central. Donc, moins restauration rapide, plus restauration à table. Mais on trouve pas encore, tu vois. Et on trouve un local tout pourri dans le Vieux-Lille dont personne veut. Et je comprends. Enfin, c'était une rue un peu sur le côté et tout, avec un petit loyer. Et je me dis, ouais, c'est bizarre que ce truc soit libre et tout. Et en fait, on creuse le truc, il y a des malfaçons, il y a un problème de structure. Je sais pas si tu as entendu, mais dans le Vieux-Lille, il y a des immeubles qui se sont écroulés et tout. Enfin, c'est un Ok. brouillard le truc. On se rend compte qu'en fait, il y a plein de problèmes. Et en fait, et là, tu te dis, bah, en fait, si je veux pas de problème, je vais avoir un loyer beaucoup plus cher, je peux pas me le permettre. Bah, vas-y, en fait, on va affronter les problèmes. On le prend avec les problèmes, tu vois. Et on y va, on fait de la. Et puis, en fait, on y va et on fait tout à l'intérieur. Parce que quand tu as 100 000 euros d'apport, il faut savoir qu'aujourd'hui, n'importe quel restaurant à peu près qualitatif que tu veux faire, ce sera pas en dessous de 400 000 euros, tu vois. Ok. Tout est plus cher et tout ça. Donc, en fait, 100 000, c'est un gros apport, tu vois. Surtout quand c'est ton premier coup, combine, tu vois, je mets 100 000, j'ai d'aller faire nous-mêmes le carrelage, la démol, on fait 50% du chantier, on fait nous-mêmes, tu vois. Ok. Et, mais c'est hyper formateur, en fait, parce que quand tu passes par là, derrière, tu peux tout faire. Enfin, et on commence, on recrute une petite équipe, on sait pas où on va, on est, je sais plus, 4 ou 5, on va chercher un chef pizzaiolo napolitain qu'on galère à trouver à l'époque, qu'on fait venir, qu'on loge. Euh, mais on ouvre la veille d'ouvrir le restaurant. Je pense que je suis à moins 6 000 sur mon compte. J'ai plus rien. Je suis asséché, quoi. Et Ok, si donc ça marche pas, je les suis, 100 000, les 100 000 ciao étaient à moins 6 000, quoi. ah, mais j'ai plus rien. Et j'ai tout mis dans le projet. Et c'est à la vie, à la mort. Si ça marche pas, je suis sur le trottoir. Mais Ok. vraiment, enfin, tu vois. Ouais. Et moi, alors, mes parents ont une situation qui est bonne financière. Mais j'ai jamais eu des privilèges, entre guillemets, de super riches. Tu sais, à la fin de la journée, de me dire, oh, c'est pas grave, tu sais, j'ai encore Ouais. de l'argent sur mon compte, ou alors, j'ai pas ça, tu vois. Et puis, même moi, je Mm. suis pas comme ça dans ma tête, tu vois. Et en fait, là, tu es obligé d'y aller à 300% parce que de toute façon, t'as pas le choix, tu vois. Et ça, ça m'a donné beaucoup de force. Un peu à l'image de la situation de Boulogne, en fait, où c'est pareil. Soit j'y Ouais, vais à quoi. 300% parce que de toute façon, sinon, ça marchera pas. Et en fait, bah là, et ça marche. En fait, ça marche parce que tu mets ton cœur dedans et toute ton énergie, tu vois. Et je suis encore T'as réussi à dormir la veille de célibataire. l'ouverture? Et bah, tu vois, et je me rappelle, ouais. Ah ouais, Et ok. comme une veille de match. C'était comme Ok. une veille de match. Une veille d'un gros match, tu vois. Ouais. Et où t'y penses, tu vois, t'as un peu des fois des palpitations, mais quand même, t'arrives à t'endormir assez vite, tu vois. Ok. Bah, ça fait pareil. Et le lendemain, et tout le monde était en stress. Et moi, j'étais serein, tu vois. Mais en fait, comme tu sais, l'excitation d'une veille de match, les petits frissons, les machins, Hmm. mais t'es là, tu sais, t'es solide. Tu sais, t'arrives, t'es Hmm. solide. C'est un peu la posture. Bah voilà, tu vois. Et en fait, on ouvre. On avait réussi à faire une grosse com à l'époque avec nos moyens. Et en fait, on se fait déchirer en une semaine, 2 semaines. On est full tout le temps. Le produit est très très bon et n'existe pas à Lille. Et là, c'est le début. En fait, tu vois, c'est marrant parce que j'avais l'impression que quand j'avais la veille d'ouvrir, on avait fini le job, tu vois, en mode
waouh, les gars, On on a a créé réussi. ça, on a tout donné. Mais en fait, t'es à zéro, t'es juste à zéro, tu vois, t'as rien fait en fait. Ouais, Et le challenge, il est demain, quoi. Et ça ouais. commence. Et là, tu te reprends une claque, t'as plus d'énergie en plus, tu vois, t'es mort, mais tu dois en mettre deux fois plus avec tes clients et tout ça. Avec les rançons du succès aussi des clients mécontents, parce que tu sais, c'est comme un bon film. Tout le monde te dit que ce film, il est incroyable. Bah, tu vas aller le voir et il y en a plein qui vont dire, ouais, en fait, il est pas si bien, Ouais, machin. c'est surcoté. Voilà, donc tu dois faire face à tout ça, les avis Google au début où toi, tu as un avis, une étoile Google, mais la Terre s'effondre, quoi. Tu vois, Ouais. tout est, tout est énorme et déculpé et on y Mais c'est un arrive et on peu donne de comme quand t'es l'énergie et tout. quand t'es jeune joueur et que tes premiers trucs, tu fais un match, tu vas lire les journaux, tu vas lire les commentaires, tu vas lire les forums. Tu vois, en fait, c'est tout ce qu'il faut. Alors, pour le business, t'es quand même obligé de voir les avis Google, faut répondre. Mais quand t'es un jeune, moi, les premiers trucs que je leur dis, c'est n'allez pas sur les réseaux sociaux, lire les commentaires. Ça vous sert à rien au final, tu vois. Ne lisez pas les articles de journaux, ça vous sert à rien. Ça va pas te faire mieux ou moins bien jouer. Et c'est vrai que, de toute façon, tu vas retenir que le Non, mais négatif, ça, comme tu dis, hein, je pense mais tu le que. dis à 37 ans, toi, avec ton recul et ta tête bien faite, tu vois. Mais quand tu as 20 ans et que tu arrives, Ah, mais c'est t'as pas le sûr, on a recul, tous quoi. fait le même. Moi, je me souviens, premier bon match en pro, j'ai acheté tous les journaux de la ville, hein. Et Ouais. je me baladais dans la ville en espérant croiser des gens qui te disent, ah, bon match hier, bon match. Et en fait, tu te rends compte, 3 jours plus tard, tu fais un match et là, tu es complètement à côté de la plaque. Et tu te rends compte que t'as toujours un autre challenge, t'as toujours un prochain match. Et toi, bah, comme tu dis, la première semaine, mais c'est super marrant parce que tous les parallèles que tu fais avec la façon de penser, bah, tu vois, les erreurs de jeunesse que tu fais un peu dans le basket, tu les fais un peu dans l'entrepreneuriat après. Et de toute façon, tu peux le dire ce que tu veux, tu vas passer par là. C'est normal de faire ces erreurs-là, quoi. Et en vrai, il faut passer par là et c'est hyper, comment tu dis, enfin, pour l'apprentissage, c'est génial. Et je regrette pas parce que pour moi, si tu fais du business, d'ailleurs, tu le vois, tous les mecs un peu qui ont de l'argent, allez, on va mettre, je vais pas donner de nom, mais tu vas reconnaître, on va mettre 1 million dans du rosé, 1 million dans du cognac ou dans des chevaux, mais que, non, mais quand t'es pas terre-terre, tu vois, à un moment Ouais. donné, aujourd'hui, les affaires, elles sont difficiles. On n'est plus à l'époque des 30 Glorieuses où c'était facile, au champ, machin et tout, entre guillemets, facile sans être facile. Mm, Euh, il faut être sur le terrain, quoi. Il faut que tu mm, comprennes, il faut que tu y ailles et que tu vives ça. Et une fois que tu as vécu ça, tu pourras faire d'autres choses et tu auras toujours ce parallèle. Tu vois, c'est comme le mec hyper talentueux qui s'entraîne pas, quoi. Un peu, enfin, mm. il va pas durer très longtemps. Enfin, c'est un peu pareil. Et en fait, c'est hyper formateur. Mais tout comme toi, tu es allé sur la piste et que tu as vomi et que tous tes potes ils disaient, mais attends, toi, t'as vomi. Bah ouais, t'as vomi, mais bah ouais, mais c'est hyper formateur et il faut passer par là. Et moi, je suis hyper fier de l'avoir fait. Heureusement, j'avais pas d'enfant à ce moment-là. J'avais ma compagne, mais elle était à Paris, donc on se voyait que de temps en temps. Donc en fait, j'avais tout mon temps aussi. Parce que ça, c'est compliqué aussi quand tu as des enfants et tout. Faut que tu gères le temps d'une journée avec tout ça. Et moi, j'ai eu cette chance, encore un signe un peu voilà, vas-y. Et ça a cartonné. Alors là, tu cours après le recrutement, les équipes, t'es claqué, t'as le temps pour rien parce qu'en fait, tu découvres tout. Tu pensais avoir pensé 100% de ce qu'il fallait faire, mais en fait, t'as pensé que 20% parce que tu connais pas, t'as pas l'expérience, tu vois. Mm. Et là, tu cours pendant 6 mois et je vais même te dire presque 3 ans. Il y a un mec qui m'avait dit ça à l'époque, au bout de 6 mois. Ah non, mais mec, 6 mois, mais t'en as pour 3 ans pour te stabiliser, tu vois. Je disais, mais t'es fou, quoi. Et en fait, ouais, euh, alors ça va crescendo, mais il te faut 3 ans pour stabiliser une boîte, à peu près, tu vois. Ok. Et Et derrière après, t'as aussi cette phase d'évolution, parce que quand ça marche, je pense que tu as toujours envie d'aller plus haut. Je pense que tu te dis pas, bon, moi, je vais rester sur un restaurant. Peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, encore une hmm, fois, tu es sportif, tu as toujours d'objectifs, quoi. bah oui, et puis c'est un peu le sujet, c'est que bah, toujours plus, tu vois. Et puis moi, je suis un peu comme ça, tu vois. Pas très raisonnable. Et Enfin, c'est bien ou pas? c'est bien parce que ça t'emmène haut, et c'est pas bien parce que ça fait de la casse, tu vois. Hmm. Mais comme tout ce qui est dans l'excès. Enfin, tu vas aller en boîte fêter une victoire. Il y a celui qui va pas boire ou celui qui va boire un verre, et puis il y a celui qui va faire la fête toute la nuit, et puis le lendemain il le paye, tu vois. Enfin, Hmm. et l'autre le lendemain il est à l'entraînement en train de s'entraîner, tu vois. Enfin, Ouais. et bah tu développes. Bah, tu fatigues tout le monde autour de toi. Toi aussi, tu te fatigues, tu vois. Et moi, j'avais cette énergie, donc on a effectivement plus ou moins chaque année, on a ouvert un établissement après ça, tu vois.
Et ça a été un peu, ça s'est enchaîné, comme tu dis, avec des opportunités, avec des besoins, avec des optimisations de ma boîte et tout ça, qui ont fait qu'on en a ouvert d'autres. Et là, on en T'en as a combien actuellement? 6, 6? 6 restos. J'en ai fait un autre que j'ai vendu, donc on en a fait 7, tu vois, plus ou moins 7 en 7 ans, quoi. Et ouais, c'est lourd, tu vois, c'est lourd. Et en plus, tu vois, moi, je suis hyper exigeant et perfectionniste, donc je suis vachement dans le micro-détail. Ok. Et être dans le micro-détail, c'est hyper fatigant. Et quand tu veux beaucoup développer, à un moment donné, tu dois lâcher, en fait, des choses. Et notre modèle aujourd'hui, qui est très artisanal, n'est, est difficilement duplicable à grande échelle. Parce Ok. qu'il y a trop de détails, il y a trop de savoir-faire, il y a trop de... Et donc, aujourd'hui, avec le recul, je pourrais en faire 20 ou 30, mais sur un modèle beaucoup plus processé, tu vois, beaucoup plus McDo, entre guillemets. Ouais. Et c'est pas ma personnalité, c'est pas mon envie, tu vois. Donc je pense que là, et c'est pour ça que je te disais que je commence à faire d'autres choses, des investissements dans d'autres boîtes, de l'immobilier et tout, pour me diversifier un peu. Et le groupe de restaurants qu'on a fait, en tout cas qu'on a créé, je pense qu'il ira pas beaucoup plus loin. Maintenant, ce sera plus une optimisation et des améliorations. Et vous êtes sur Mais tu quelle vois, ville maintenant exactement? bah, en fait, on a Lille, on a Bordeaux, on voulait se développer nationalement et le Covid nous a un peu recentré localement, tu vois, à essayer de sauver la boîte et tout. Donc en fait, on a développé un concept aussi avec le Covid, plus en livraison emportée et tout ça, qui nous a en fait recentré sur la ville et on s'est dit, bah finalement, il y a du business à faire, c'est quand même plus simple parce que gérer à distance, c'est quelque chose aussi, tu vois. Hmm. Et on a ouvert des restos sur l'île comme ça. Et c'est pareil, tu vois, on peut pas non plus éponger la métropole lilloise avec plus que 5 6 restos. Donc demain, si on devait repartir plus loin, on devrait se redéployer nationalement. Et là, tu pars dans c'est un autre business parce que c'est du process, comme je te dis, c'est du contrôle et t'es plus vraiment dans ton métier, en fait, tu vois. Hmm. Ok. Donc bon, là, on est un peu à ce tournant-là, tu vois. On vient de réouvrir un resto il y a 3 mois, hein. Donc on n'est pas encore, enfin ça fait pas 2 ans qu'on n'ouvre plus de resto, mais on va arriver un peu dans ce moment-là. Et puis tu sais, là, il y a un tournant de la consommation. Enfin, c'est un peu compliqué. Tu as eu le Covid, il y a eu le post-Covid, et là maintenant, en ce moment, la consommation. Enfin, je sais pas si toi d'ailleurs, en étant basketteur et tout, tu le vois, mais ça consomme beaucoup moins qu'avant. Ça va beaucoup moins au resto. Les gens sont un peu aigris, un peu. C'est un peu gris, tu vois, en ce moment. Hmm. Ah, Je sais t'es pas chez toi comment sur toi le tu le canapé, perçois. chez toi sur le canapé plutôt que oui, d'aller au resto ou de partager des moments, quoi. Ouais, ouais, et le pouvoir d'achat, bon, qui a baissé ou qui psychologiquement les gens pensent qu'il a baissé. Enfin, c'est un peu bizarre en ce moment. Donc, c'est pas forcément l'euphorie sur la restauration. Mais du coup, tu vois, ça amène toujours des nouveaux challenges. Mais c'est comme toi, t'as un nouveau coach, machin, faut que tu t'adaptes. Bah, tu vois, et ce que tu disais tout à l'heure, l'adaptation, elle est hyper importante et c'est ce qu'on fait tous les jours, tu vois. Et les boîtes dans lesquelles tu investis à côté, c'est en rapport aussi avec tout ce qui est food ou alors c'est vraiment des choses plus pour ce qui te plaît, quoi. Euh, Immobilier, je le fais depuis j'ai 20 ans. J'ai commencé à Boulogne. À l'époque, j'avais aussi j'avais signé à Boulogne aussi. C'était marrant, tu vois. C'était un peu bizarre d'ailleurs quand j'y pense. C'est deal à Boulogne, mais en contrepartie de me permettre d'investir dans un immeuble, enfin d'en faire un gros investissement, un investissement immobilier à Boulogne au-delà de mon salaire. Tu vois, c'était un Ok. peu un package deal parce que la femme d'Olivier Bourguin avait plusieurs agences immobilières, je sais pas si tu sais, à Boulogne. Et donc, je leur ai dit, OK, je signe chez vous. Pour ce salaire, par contre, vous me faites faire un investissement. Donc, j'avais déjà ce truc jeune, tu vois. Ok. Donc, j'ai acheté un immeuble de rapport à Boulogne. Et bon, après, comme je t'ai dit, financièrement, je cramais un peu mon argent. Donc, j'avais plus trop d'argent pour investir. Et j'ai vite repris quand j'ai eu de l'argent. Donc, on a acheté des trucs. Donc, ça, je l'avais en moi, tu vois. Je sais que c'était important pour mon patrimoine et tout. Et par contre, le deuxième truc que j'aime faire et que j'ai de plus en plus envie de faire, c'est d'investir dans des jeunes boîtes qui se développent et apporter un peu de finance évidemment et apporter du conseil, de l'expérience et justement ce recul que t'as pas quand tu commences, bah, comme un jeune joueur, tu vois, Hmm. pour gagner du temps, pour pas faire des erreurs et les aider et plus en mode stratégie, tu vois. Ok. Et de toute façon, quand tu as fait beaucoup de terrain et que tu t'es un peu fatigué, entre guillemets, sur le terrain et que tu as fait le tour du terrain, au bout d'un moment,
t'excite, c'est plus la vision haute et la stratégie, tu vois. Hmm. Ok. Bon, bah, Donc, c'est des boîtes. donc ça, c'était vraiment c'était tes futurs projets plutôt que bah, les restaurants où, comme tu disais, c'est déjà un peu plein, on va dire, quoi. Bah ça, alors ouais, j'ai ce que tu demandais, j'ai investi dans une boîte de soft, de boissons soft, tu vois, Ok. qui partent sur du kombucha, mais qui va aller sur du soda. Enfin, c'est pas du soda, c'est vraiment que du sain, du clean et du créatif en termes de Hmm. saveur. Donc gourmand et sain, tu vois. Et donc on a créé un soda 4 fois moins sucré qu'un Coca et que du sucre naturel, des fruits, enfin que des vrais ingrédients. Donc un truc vraiment que tu peux donner à tes enfants, tu vois, Ok. mais en mode soda récréatif, donc plaisir, tu vois, tu as fait du jardinage, boum, tu te prends ça. Hmm. On a le kombucha que tu connais peut-être, qui est plus fonctionnel avec des apports bactéries pour la digestion et tout ça, qui est un peu plus compliqué en termes de goût. Et là, on va lancer une boisson fonctionnelle plus orientée, tu sais, focus, énergie, machin, et une boisson festive sans alcool pour plutôt le côté social, tu vois, le côté Ok. apéro, tout ça. Donc ça, on développe ça. J'avais investi dans une brasserie artisanale aussi, et c'est ce truc-là aussi que j'ai revendu. Euh, et mon projet, ce serait d'aller dans l'hôtellerie aussi. Je suis un peu en train de regarder ça. Enfin, tu vois, ça, ça, comme tu dis, tu as ce truc de toujours vouloir plus, des nouveaux projets, des machins. Et mais bon, après, j'ai eu 2 enfants, j'ai des jeunes enfants, il faut aussi que je gère un peu L'équilibre. l'équilibre familial, tu vois. Ok. Mm. Moi, c'est super. Je pense on a vu. J'ai posé toutes mes questions. C'est un épisode de podcast, mais c'est vraiment aussi. J'ai l'impression d'avoir posé toutes les questions et d'avoir vraiment eu accès à quelqu'un qui est en place dans tout ce que vers quoi je veux aller plus tard, l'entrepreneuriat et tout. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Et c'est clair et net que je vais te rappeler parce que j'ai encore plein de questions à poser, mais plus d'un point de vue perso. Et j'espère surtout qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont. Parce que je trouve vraiment, tu as eu tu vois, le parcours, entre guillemets, au début classique du gars qui pense toujours qu'il va se relever, qu'il va aller en NBA, qui va, tu vois, et au final, tu l'as pas caché, quoi. Je veux dire, c'est bien. Et c'est d'ailleurs bien aussi d'avoir de l'ambition, hein, tu vois. C'est pas. Si tu commences en centre de formation en te disant, de toute façon, je vais me planter, il faut que je fasse des études, je vais me planter, je vais me planter, c'est sûr que tu vas jamais y arriver, quoi. Mais t'as aussi eu de la chance d'avoir une famille derrière qui avait un cerveau, avoir quelqu'un qui te dit, bon, ben. Ok, tu vois, sur les différents... moi ce que j'ai bien aimé, c'est sur les différents aspects. Si à 27 ans, t'as pas réussi, bon bah passe à autre chose. Et après, toi, tu as eu la curiosité derrière. Je veux dire, il y a un paquet de gens qui ont des bonnes idées, mais avoir entre guillemets les cojones d'aller tout seul à Naples, voir, c'est pas non plus donné à tout le monde, quoi. Ouais, bah après, tu vois, et comme tu dis, faut rêver, évidemment, faut garder une naïveté, mais faut être aussi terre à terre et faut arrêter de se voiler la face. Enfin, tu vois, la vie, elle dure 80 ans, tu fais 20 ans même pas 15 ans de carrière, tu vois, tu vas gagner, si tu gagnes pas une certaine somme, et enfin, j'ai presque envie de te dire, et j'avais écouté ce que Kevin disait, mais aujourd'hui, si tu veux être rentier à 10 15 000 euros par mois qui tombent tous les mois, faut que tu aies 3 4 millions sur un compte. Hmm. Qui, en 15 ans de carrière, met 3 4 millions de côté sur un compte, Hmm. même en jouant en Euroleague. Et franchement, c'est hyper rare, tu vois. Faut vraiment être NBA, quoi, ou Hmm. superstar Euroleague, tu vois. Donc, à un moment donné, ouais, il faut. Et je trouve que c'était assez juste à 27 28 ans. En fait, ce qui est difficile, c'est que tu vois, et toi, tu as dû avoir la même chose parce que tu as fait des équipes de France, tu as joué contre les plus. Je sais pas contre qui tu as joué en équipe de France, mais tu as joué contre des gros joueurs qui sont en NBA. Avec dans l'équipe de France, il y avait des mecs en NBA. Et tu te dis, en fait, c'est pas si loin, tu vois. Et Ouais, non, mais c'est ce que les gens comprennent pas. C'est ce que moi, personnellement, j'ai jamais joué contre un joueur, même, même des gars qui sont en NBA, etc. Quand tu joues contre eux, tu dis, ok, ils sont forts, mais tu joues pas non plus contre. Enfin, le gars, il va pas te c'est mettre ça. 100-0, quoi, tu vois. Donc, tu as toujours ce truc-là Mhm. de dire. Après, il faut aussi avoir un Mais ouais, cerveau et comprendre le pourquoi du comment. C'est aussi des critères, etc. Et c'est le jeu, il faut savoir l'accepter. Et d'ailleurs, nous, si on joue contre un joueur de N2, on va pas lui mettre 100-0 non plus, quoi, tu vois. Donc, le joueur de N2 ou de N3, quand il te voit, il pense aussi, ah, bah, je suis peut-être pas si loin. Tu vois, donc c'est juste une question de perspective et évidemment, il faut prendre un peu de recul et de se dire, bon, bah, en fait, c'est pas forcément que ce que je pense, il faut aussi prendre la réalité du milieu, quoi.
Ouais, et puis c'est tellement de détails, enfin, comme dans l'entrepreneuriat, c'est que ce qui fait la diff, c'est Fred Sarr, je me rappelle, qui avait dit ça. La différence entre un bon joueur et un grand joueur, c'est du détail, tu vois. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ce qui fait la différence entre ton resto à toi et l'autre, enfin l'autre pizzeria, c'est du détail. C'est parce que toi, t'as pas pris la tomate là, tu l'as pris là, t'es allé te faire chier un peu plus. Tu vois, c'est que des petits trucs comme ça. À Hmm. la fin, ça reste une pizza. Et à la fin, comme tu dis, on est tous des joueurs au basket, on arrive à dribbler et à mettre des lay-ups, tu vois. Mais, euh, mais ouais, mais c'est ça qui m'a un peu trompé et qui doit tromper les jeunes dans leur carrière parce que, tu vois, moi, enfin, j'ai joué en équipe de France contre Teodosic, Loul. Tu vois, Loul, il était Hmm. remplaçant à l'époque. Hmm. Et en fait, tu te dis, bah, les gars, ils sont pas meilleurs que moi, tu vois. Hmm. Et en fait, ouais, comme tu dis, faut pas raisonner comme ça, faut raisonner plus, avec plus de recul que ça. Mais ça veut pas dire que de la même manière, tu vois, de ce fait-là, le mec qui travaille beaucoup et qui a des enfin, les planètes qui s'alignent pour lui, va potentiellement peut-être se retrouver en Euroleague ou en NBA. Tu vois, moi j'avais un exemple c'est Nando. Donc tout le monde connaît Nando De Colo, c'est 87, c'est ma génération, on se connaît depuis qu'on est Benjamin, tu vois. Et lui, il était à Cholet. Moi, ce gars, moi, je l'ai joué en Benjamin hein, dans un tournoi intercomité à l'époque, tu vois, pas de Calais, moi j'étais en Normandie. Et je l'avais vu, j'ai dit, ce mec est trop fort, tu vois. Il avait Hmm. un truc, comme Ronaldinho peut avoir un truc, tu vois. Et on s'est suivi, Cholet, machin et tout. Sauf que lui, tu vois, c'était un peu à Cholet l'époque des Martiniquais et tout, costaud. Lui, c'était un peu le blanc sans physique, qui avait pas un super shoot en plus à l'époque, euh, mais qui avait beaucoup de talent. Il avait du basket dans les mains, tu vois. Et il était pas superstar, tu vois. Et je me rappelle même que l'année où je suis au Havre et qu'il y a un problème chez les pros à Cholet, je crois que c'est Rudy Nelom qui est coach. Et, euh, et en fait, ils font pas une bonne saison. Nando s'entraîne même pas avec les pros à cette époque-là. Il joue que en espoir. Et c'est Herman Kunter qui arrive. Et alors, je sais pas si cette histoire est vraie, je sais plus si c'est lui qui me l'a raconté, mais bon, je pense qu'elle est vraie. Et Herman Kunter met tout le monde, tous les espoirs et tous les pros autour du terrain et dit maintenant, les gars, ceux qui défendront et qui prouveront à l'entraînement qu'ils peuvent jouer, joueront. Et il ramène tous les espoirs dans les entraînements pros, dont Nando. Et c'est comme ça que Nando commence à jouer. Et après, ça va très vite, ou je sais plus, semaine des As, il est MVP, et puis après, ça s'emballe, tu vois. Mais le gars, tu te dis que si peut-être Herman Kunter n'était pas arrivé, il serait peut-être parti en Pro B, peut-être, tu vois. Et il se serait peut-être retrouvé avec un coach qui le fait pas jouer parce qu'il l'aime pas et machin. Et en fait, le mec, il aurait peut-être pas eu la même carrière, tu vois. Ah, c'est des Et les opportunités et ouais, le détail enfin, je ne veux pas parler tout le temps des coachs, mais est-ce que tu as eu la blessure au mauvais moment? Est-ce que tu as eu le coach, l'opportunité, le truc? Tu vois, Fabien Causeur qui était avec moi, et je le dis sous sa bénédiction, je pense qu'il sera pareil avec moi, ce n'était pas le plus gros potentiel et talent du centre de formation. D'ailleurs, il s'est fait plus ou moins recaler du Mans, je crois parce que lui, il était breton. Et c'est Le Mans qui nous l'a envoyé un peu en mode prenez-le, il est pas mal, tu vois. En mode, Ouais. voilà. Et Fabien, c'était un super joueur, super soldat. Alors, il avait trois poumons, il a des grosses qualités et tout, mais ce n'était pas un mec comme. Tu n'aurais pas dit à l'époque que c'est lui qui allait finir au Real Madrid avec 3 Euroleague, tu vois. Et le gars, il a été là, il a été soldat, bon défenseur, machin. Il a eu les opportunités aussi de le faire jouer au Havre, comme tu dis, il y a des problèmes avec les pros, machin, boum, ils font le Fabien. Et le mec répond présent, hein, tu vois. Je dis pas, hein, à chaque fois, c'est un gros bosseur et tout. Oui, Et en après, fait, le mec, ça compte souvent, hein. Les opportunités, voilà, il faut les avoir, mais après, derrière, il y en a aussi beaucoup qui ont eu des opportunités et qui n'ont pas saisi, quoi. Donc, ça fait ouais, partie des... c'est clair. Donc, ouais, la carrière, elle est hyper aléatoire. Et on ne parle jamais des gros potentiels ratés qui auraient dû être meilleurs que Tony Parker. Parce que ça, tu as dû entendre la Ouais, légende du meneur qui est devenu ouais, fou, qui ouais, était 3 fois meilleur que Tony Parker. Voilà. ça arrive. Donc, Donc, voilà. voilà. Martin, merci beaucoup pour cet épisode qui est super enrichissant et j'espère que beaucoup de jeunes vont l'écouter. Et bonne continuation à toi sur tous tes projets, en tout cas. Ouais, et puis n'hésite pas, hein, si tu as besoin de tips, t'as Avec mon plaisir. numéro. N'hésiterai pas. À bientôt. Salut. Ok, à plus, salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets.
Ce podcast est sponsorisé par Lab Basketball et ses camps de basket, ainsi que tous nos autres projets. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour en savoir plus. À bientôt!